Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une affaire qui a marqué l'histoire criminelle française. On est en 1989. Imaginez un dimanche de mai, très ensoleillé, une plage en Bretagne, celle du Moulin Blanc, dans le Finistère. Oui, un cadre a priori paisible, vraiment idyllique même. Exactement. Et pourtant, cet après-midi-là, ce décor de carte postale va devenir la scène d'un crime, d'une brutalité assez effroyable. Personne n'imaginait un truc pareil là en plein après-midi. Vers 17h10, le corps d'Aline Pérez, une aide-soignante de 49 ans, est retrouvé sur le sable, tué, plusieurs coups de couteau. Et c'est là que tout commence, le début d'une enquête très très compliquée, et surtout la traque d'un homme qui va se révéler être un tueur en série redoutable. On va donc explorer ensemble cette enquête hors norme. Comment un jeune gendarme, Jean-François Abgral, va s'acharner sur une piste. Oui, envers et contre tout, ou presque. Malgré les doutes, le scepticisme, les erreurs au départ, il va remonter jusqu'à ce tueur insaisissable. Alors, revenons à ce 14 mai 89. L'alerte est donnée. Et par Telex à l'époque. Oui, c'était le moyen de communication. À la section de recherche de Rennes, Jean-François Abgral est d'astreinte ce jour-là. Il apprend qu'une femme a été tuée sur cette plage du Moulin Blanc. C'est à 200 km de Rennes, il prend la route. Et il arrive sur place. Et là, la scène, elle est glaçante. Le corps d'Aline Pérez, des blessures d'une violence extrême, au rein, au cœur. Et la gorge tranchée. Avec une précision qui interpelle tout de suite, presque chirurgicale. Oui, c'est ça. Le haut du corps est dénudé. Ses affaires sont posées un peu plus loin, près des rochers. Cette précision dans les coups, notamment à la gorge, c'est vraiment notable. Ça suggère pas juste une explosion de colère, mais plutôt une technique, une certaine maîtrise. Et le dénudement partiel, bon, ça peut orienter vers une connotation sexuelle, même si on ne constate pas d'agression caractérisée à ce moment-là. C'est complexe d'entrée de jeu. Et pour compliquer encore, les débuts de l'enquête sont difficiles. Abgral arrive, la scène de crime est déjà piétinée. Ah oui, classique, mais terrible pour les indices. Des témoins potentiels qui sont déjà partis sans être identifiés. Un de ses chefs tire des conclusions un peu rapides sur l'ordre des coups. Oui, ça arrive, la précipitation. Abgral, lui, il sent qu'il faut y aller avec méthode, être calme. Il comprend que l'affaire va être ardue. Et de fait, l'enquête piétine. Abgral vérifie toutes les pistes classiques, les détenus qui viennent d'être libérés, les admissions bizarres dans les hôpitaux, il fait fouiller les poubelles. La routine, mais nécessaire. Sans succès. Et les témoignages recueillis sur la plage, c'est crucial, mais alors là, c'est complètement contradictoire. Ah, les témoignages. C'est souvent le point faible. Un homme dit avoir vu Aline vivante à 17h pile. Juste après, il voit deux hommes, mal habillés dit-il, s'approcher d'elle. Mais il avait le soleil dans les yeux, il n'est pas très sûr. Si ce témoin dit vrai, ça veut dire que le crime a eu lieu en 4 minutes, entre 17h et 17h04, l'heure de l'appel au secours. C'est extrêmement court. 4 minutes, c'est presque rien. Oui. Mais le problème, c'est qu'une famille qui a découvert le corps, elle, vers 16h45, 17h, ne mentionne pas du tout ces deux hommes. Donc là, on a une contradiction majeure. Qui croire ? Exactement. Abgral fait même un test sur la plage. Il essaie de crier. Résultat, avec le bruit des vagues, la circulation pas loin, on n'entend rien. Les appels au secours d'Aline, probablement, personne ne les a entendus. C'est terrible, ça. Et la victime elle-même, Aline Pérez, 49 ans, aide-soignante. Une femme discrète, sans histoire, pas d'ennemis connus. L'analyse de sa voiture non plus, ça donne rien. Cette divergence dans les témoignages, c'est fréquent. Mais là, avec ce timing si serré, c'est vraiment un casse-tête pour les enquêteurs. Ces 4 minutes, ces deux hommes, présents ou pas, c'est frustrant. Bon, passons aux indices matériels. L'autopsie, elle, livre des choses importantes. Le coup fatal, c'est celui porté au cœur. D'accord. L'arme. Un petit couteau, mais très tranchant. Et détail clé, la lame était ébréchée. Ébréché. Intéressant. Et autre détail très précis, on retrouve des microparticules de fer pur dans les plaies. Fer pur. Pas n'importe quel métal. Voilà. Et puis, il y a cette marque étrange. 3 traces d'ongles sur le cou d'Aline. Ah oui. Elles indiquent une prise très inhabituelle. Le tueur l'aurait saisi de face, main gauche sous le menton, et il aurait poignardé de la main droite. Abgral trouve ça vraiment très particulier comme geste. Alors là, on a des éléments capitaux.
La lame ébréchée, les particules de fer pur, ça pointe vers un type de couteau, peut-être un opinel, comme le dira un armurier consulté par Abgral. Ah oui, l'opinel, très courant. Le fer pur, c'est plus spécifique. Ça peut indiquer une usure particulière, un affûtage spécial. Et la prise, cette prise de face, c'est potentiellement une signature comportementale, un geste distinctif vraiment pas banal. Du coup, l'enquête s'oriente aussi vers les marginaux qui traînent sur la plage, dans un squat pas loin. Et surtout, les gendarmes vont au foyer Emmaüs du Relecq-Carouan, juste à côté. Proximité géographique. Ils apprennent que pas mal de résidents sont partis juste après le meurtre, et qu'il y a eu une altercation assez violente au foyer vers 16h30, le jour même, pile avant. Ça commence à faire beaucoup de coïncidences autour de ce foyer. Exactement. Du coup, avis de recherche nationale pour retrouver ces résidents partis précipitamment. Et le 19 juin 89, bingo, un appel. Un certain Francis Holm, qui était bien résident de ce foyer et qui était recherché, vient d'être arrêté dans la Manche. Pour un voyage en train sans billet, un truc banal. Le hasard, parfois. Abgral part l'interroger. Et là, l'homme le marque tout de suite. Francis Holm, il a 30 ans, mais il en paraît beaucoup plus. Physiquement, Grand, voûté, des lunettes, et surtout un regard. Un regard perçant, très intense, qui met vraiment mal à l'aise, selon Abgral. d'accord. Il raconte son parcours chaotique, de foyer en foyer, son enfance difficile à Metz, le père violent, la mère adorée, mais dépressive, alcoolique aussi, morte 5 ans plus tôt. Son passage à l'armée, Une vie compliquée. et là, sans qu'on lui demande rien de précis là-dessus, il se met à expliquer qu'il sait manier les couteaux. Et il décrit une technique de neutralisation. Prise par derrière, tête relevée, coup à la carotide, puis coup au cœur. Attendez, ça correspond aux blessures d'Aline Pérez. Exactement. Ça correspond aux blessures d'Aline, y compris des détails qui n'étaient pas sortis dans la presse. Ah oui, là c'est énorme comme élément. Pour Abgral, ça doit être un choc. C'est presque un aveu déguisé, non? C'est ce qu'il pense. Pour lui, la conviction est quasi immédiate. Je comprends. Et Holm continue sur sa lancée. Il admet être venu à Brest en mai. Il parle du meurtre sur la plage. Il évoque des pulsions, ce besoin de voir du sang. Il raconte même être allé sur cette plage quelques jours avant, avec un couteau, dans l'intention d'agresser quelqu'un. Il l'avoue. Mais il dit avoir renoncé parce que la personne visée n'était pas seule. C'est troublant. Abgral, lui, il est convaincu c'est lui. Mais sa hiérarchie, notamment un major présent pendant l'interrogatoire, il doute. Ah. Pourquoi? Il trouve ça trop facile. Il pense qu'il se moque d'eux, qu'il a peut-être lu les journaux, qu'il brode. La peur de se faire manipuler par un suspect un peu trop parfait. Voilà. Et puis, le coup de massue. L'alibi. Holm déclare qu'il était hospitalisé à Quimper, à 80 km de là, du 13 au 16 mai. Pile le moment du crime. Exactement. Vérification faite, l'hôpital confirme les dates. Et pire, les registres montrent une prise de température notée à 17h00 le dimanche 14 mai. Pile à l'heure présumée du meurtre. Ah oui, là, c'est un alibi qui semble en béton armé. Difficile de passer outre. Pour la plupart des enquêteurs, l'affaire Holm serait classée à ce stade, non? C'est ça. Pour beaucoup, c'est fini. Mais pas pour Abgral. Son intuition, ce qu'il a ressenti pendant l'interrogatoire, c'est détail troublant. Il n'arrive pas à lâcher. Il sent que quelque chose cloche. Cette fameuse intuition du gendarme. Du coup, Holm est relâché. Les chefs d'Abgral partent sur une autre piste. Abgral se retrouve un peu seul, avec moins de moyens, mais il s'accroche. Il ne lâche pas Holm. Il décide de creuser cet alibi. Exactement. Il retourne à l'hôpital de Quimper, et là il découvre des choses. Une infirmière a retrouvé du sable sous le lit de Holm après son départ. Du sable. Intéressant. Il apprend aussi qu'il avait été admis complètement ivre. Et surtout que les relevés de température, c'était pas si strict. Parfois c'était noté alors que le patient n'était même pas dans sa chambre. Ah. Donc l'alibi de 17h30, il ne tient plus vraiment la route. Il aurait très bien pu sortir. Voilà. L'alibi s'effondre. Eole aurait pu sortir de l'hôpital cet après-midi-là et aller sur la plage. C'est une avancée majeure grâce à son obstination. Mais ça reste une possibilité, pas une preuve directe qu'il y était. J'imagine la frustration. Énorme. Abgral a la conviction, il a démonté l'alibi, mais sans preuve formelle le plaçant sur la plage au moment T, et face aux dénégations de Holm, le juge d'instruction refuse de l'inculper.
Les mois passent, on est en août 89. Nouveau meurtre qui attire l'attention d'Abgral. Jean-Joseph Clément, 60 ans, retrouvé mort près d'Avignon. Crâne fracassé, pantalon baissé. Et le détail qui fait tiquer Abgral? Le corps est découvert, près d'une communauté Emmaüs. Encore Emmaüs? Oui. Proximité d'Emmaüs, violence, dénudement partiel. Abgral fait lien. Et devine qui est contrôlé dans le coin peu après. Francis Holm. Exactement. Son alibi cette fois. Il sortait d'un hôpital de Marseille. Encore un alibi hospitalier un peu douteux. Le schéma se répète, c'est troublant. Holm est arrêté 3 mois plus tard. Abgral participe à l'interrogatoire avec l'enquêteur local d'Avignon, qui, lui, n'y croit pas trop. Sceptique. Oui. Et au moment d'être relâché, Holm regarde Abgral et lui lance « Je sais que tu sais ». C'est un pépin, cette histoire. Un pépin? C'est comme ça qu'il appelle ça? Oui, et il mentionne aussi un nom, le Gaulois. Puis il s'en va, libre, encore une fois. Un pépin. Cet euphémisme me fait froid dans le dos. Là, avec la répétition, Emmaüs, hôpitaux, violence, errance, Abgral doit être sûr d'avoir affaire à un tueur en série. Et ce Gaulois, ça devient la nouvelle clé, j'imagine. Absolument. Retrouver ce fameux Gaulois, ça va devenir l'obsession d'Abgral. Ça prendra plus d'1 an. Il finit par l'identifier. C'est un ancien SDF qui était aussi au foyer Emmaüs du Relais Quéruon. Donc, il était là-bas en même temps que Holm. Oui. Il est localisé à Bayonne en juillet 91. Mais là, contre ordre de la hiérarchie, Abgral n'a pas le droit d'y aller. Encore des bâtons dans les roues. C'est ça. Mais rebondissement, le 26 décembre 1991, le Gaulois est arrêté à Bourges pour une autre affaire. Cette fois, Abgral, qui est devenu adjudant-chef entre-temps, fonce. Il tient enfin son témoin potentiel. L'homme est d'abord terrorisé, il nie tout, puis il finit par craquer. Et il parle. Oui, il avoue. Il était bien sur la plage ce jour-là, le 14 mai 89. Il reconnaît Holm sur photo. Il raconte ça. Holm était avec lui, très agité, il buvait du vin rouge. Ils ont vu Aline Pérez. Holm s'est approché d'elle en disant un truc du genre « je vais te sauter », puis il l'a attrapé à la gorge. Mon Dieu. Et lui, le Gaulois, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu peur, il a pris ses jambes à son cou et il s'est enfui, sans prévenir personne, sans appeler les secours. Ah, c'est terrible. Ce témoignage, c'est la pièce qui manquait pour Abgral. Il place Holm sur les lieux, montre son agressivité juste avant le crime, mais en même temps, c'est glaçant de se dire que la peur de ce témoin a laissé Holm en liberté. Pendant près de 2 ans et demi, pendant lesquels il a pu continuer à tuer. Avec ce témoignage, enfin, Abgral obtient l'arrestation de Francis Holm. Début 1992, il est arrêté en Alsace. C'est l'interrogatoire final. Abgral mise sur le lien étrange qu'il a réussi à tisser avec lui. Une stratégie psychologique. Oui. Et ça marche, mais de manière inattendue. Les aveux, les vrais, ils tombent pendant une pause déjeuner, de façon complètement informelle. Ah bon? Comment ça? Holm est avec Abgral et un autre gendarme. Et il lâche comme ça. J'ai pris mon couteau et je lui ai ouvert la gorge. Elle avait l'air gentille. Tout en sachant très bien que là, ce n'est pas enregistré, que ça n'a pas de valeur juridique directe. Quel manipulateur. Il joue avec eux. Exactement. De retour en salle d'interrogatoire officielle, il nie d'abord. Il parle de ses crises de rage. Il en simule même une. Très impressionnante. Abgral le calme. Il essaye de le faire passer pour fou, irresponsable. C'est ça. Et puis, finalement, il avoue. Le meurtre d'Aline Pérez. Il dit qu'il serait allé la voir pour lui parler d'un rêve qu'il avait fait, qu'elle l'aurait rejeté et que ça aurait déclenché la crise. Il dit l'avoir frappé 3 ou 4 fois. Un mobile dérisoire par rapport à la violence des faits. Et là, il mime sur un gendarme la prise spécifique sous le menton, celle observée sur la victime. Les aveux sont enfin là, enregistrés, officiels. La patience et la stratégie d'Abgral ont payé. Mais on voit bien le jeu constant de Holm, cette façon d'utiliser ses rêves, ses crises, pour tenter de minimiser sa responsabilité. C'est une constante chez lui. Et dans la foulée, il avoue aussi spontanément le meurtre d'Avignon, celui de Jean-Joseph Clément, un OPJ local qui est là. Il dit « c'est moi aussi là-bas, j'ai utilisé une grosse pierre ». Des aveux complets. Mais ils ne seront pas valides, parce que l'enquêteur d'Avignon, le seul habilité pour ce dossier-là, mettra trop de temps à venir de Marseille pour les enregistrer officiellement. Holm aura le temps de se rétracter. Incroyable. Donc il ne sera jamais condamné pour ce meurtre? Non. Il bénéficiera d'un non-lieu en 2002. En plus, il y a une histoire de perte de scellé.
C'est là qu'Abgral comprend vraiment l'ampleur du phénomène. Il a affaire au routard du crime. L'alerte est donnée au niveau national. Alors qui est vraiment Francis Holm? Il est né en 1959. Son enfance, c'est un désastre. Un père militaire, violent, alcoolique, une mère effacée, aimée par Francis, mais elle aussi dépressive et alcoolique. Une enfance de misère affective et matérielle. Oui, solitude, brimade à l'école. On le surnommait Félix parce qu'il mangeait du pâté pour chat. Alcoolisme très précoce, automutilation, cruauté envers les animaux. Des signes inquiétants. Des séjours en psychiatrie aussi, mais il n'est jamais jugé dangereux. Il est réformé de l'armée, licencié de ses boulots pour alcoolisme. Et le grand choc, ça semble être la mort de sa mère, en 1984. C'est souvent vu comme l'élément déclencheur de son passage à l'acte meurtrier en série. Et son mode opératoire? C'est ça qui est déroutant. Il est erratique, il tue au hasard de ses errances à travers la France. Hommes, femmes, enfants, tout le monde peut être une victime potentielle. Pas de profil type? Non. Les crimes ont souvent une connotation sexuelle, oui, le dénudement des victimes est fréquent. Mais, détail troublant, il semble qu'il n'y ait que rarement agression sexuelle directe de sa part. Il cherche parfois des complices pour l'acte sexuel lui-même. Étrange. La violence est toujours extrême. Et il y a cette manipulation constante, avec ces mots, les pépins, les rêves, les crises. Une expertise révélera aussi qu'il a le syndrome de Klinefelter, une anomalie chromosomique XXY. Ah oui, ça explique quelque chose. C'est parfois lié à une certaine confusion identitaire ou sexuelle, à des difficultés d'apprentissage. Mais attention, ça n'explique en aucun cas le passage à l'acte criminel. C'est un facteur parmi d'autres, mais pas une cause directe de sa violence. Il a aussi une intelligence certaine, malgré son apparence. Et son parcours meurtrier connu, celui pour lequel il a été condamné, ça donne le vertige. On peut rappeler les principaux. Oui, ça commence officiellement en 84, avec Laurence Gineste, 17 ans, en Meurthe-et-Moselle, avec un complice d'ailleurs. Puis en 86, il y a la terrible affaire de Montigny-les-Metz, Cyril Beining et Alexandre Beckrich, 8 ans. C'est l'affaire où Patrick Dils a été condamné à tort. Exactement, et c'est en partie grâce au travail d'Abgral sur Holm que Dils sera innocenté plus tard. Holm sera condamné pour ce double meurtre. Toujours en 86, Annick Maurice, 26 ans, à Metz. 1988, Charleville-Mézières-Jeun, Georgette Manez, 86 ans, et Ghislaine Ponsard. 1989, l'affaire qui nous occupe, Aline Pérez, 49 ans, au relais Kilqué-Ruyon. La même année, Sylvie Rossi, 30 ans, dans la Marne, et Joris Viville, 9 ans, dans le Var. 1991, Laurence Guillaume, 14 ans, en Moselle, encore avec un complice, le cousin de la victime. Et enfin, en 1992, juste avant son arrestation définitive, Jean Rémy, 60 ans, à Boulogne-sur-Mer. Ça fait 11 meurtres officiellement reconnus et pour lesquels il a été condamné. C'est énorme. Oui. Et après son arrestation, une cellule d'enquête spéciale est créée, la cellule Holm. Une première recherche informatique sur 10 ans fait ressortir, tenez-vous bien, 1125 affaires non résolues potentiellement liées à ces déplacements en région. 1125. C'est fou. Un tri minutieux a ramené ce chiffre à 94 dossiers jugés prioritaires. Ça donne une idée du travail colossal qui a été mené pour essayer de retracer son parcours sanglant. Un vrai travail de fourmi. Donc cette affaire Holm, c'est vraiment l'histoire d'une traque. Longue, éprouvante, celle d'un tueur nomade, imprévisible qui a semé la mort à travers la France pendant près de 10 ans. Tout à fait, et c'est indissociable du récit de la persévérance exceptionnelle d'un enquêteur Jean-François Abgral. Il a tenu bon face aux doutes, aux obstacles administratifs, à la complexité du personnage. C'est lui qui a mis fin à cette errance meurtrière. Aujourd'hui, Francis Holm purge une peine de réclusion criminelle à perpétuité. Il est détenu à la prison d'Ansisheim. Oui. Et Jean-François Abgral, lui, a quitté la gendarmerie après cette affaire et est devenu un expert reconnu en criminologie. Il a écrit des livres sur son expérience. Mais une question demeure, non ? Holm est soupçonné dans une trentaine d'autres affaires non résolues. Et il aurait confié un jour à Abgral avoir tué plus d'hommes que ceux de la liste officielle. C'est ça qui est glaçant. Combien de pepins, comme il disait, restent non élucidés? Combien de familles attendent encore des réponses? Ça laisse un don terrible. Et au-delà du cas Holm, qu'est-ce que cette affaire nous apprend sur la difficulté de suivre ces criminels itinérants, ces routards du crime ?
sur les failles possibles des systèmes d'enquête face à des profils aussi atypiques et mobiles. C'est une question essentielle, effectivement, le manque de centralisation de l'information à l'époque, les difficultés de communication entre les différents services. ONU a profité de ces failles pendant des années. Ça a sûrement fait évoluer les méthodes depuis, mais le défi reste entier face à ce type de criminalité.